Les conversations du week-end. Aujourd'hui, la conversation littéraire, animée par Jean-Claude Perrier. Bonjour à tous les éditeurs de Radio KTO et bienvenue dans les conversations littéraires de ce week-end qui sera donc la dernière conversation littéraire de cette année puisque nous sommes entre Noël, joyeux Noël avec un peu de retard et avant le Nouvel An, bonne année avec un peu d'avance. Nous recevons aujourd'hui Jean-Luc Barré. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Claude. Merci d'avoir accepté l'invitation de KTO. Jean-Luc Barré est un homme avec plusieurs casquettes, donc on va essayer de prendre les casquettes les unes après les autres. J'allais dire d'abord, il est écrivain, spécialisé dans des biographies. On va parler de ses biographies, dont celle qui l'amène ici aujourd'hui, qui est le deuxième volume de sa biographie monumentale de De Gaulle. Le premier volume sur les années de jeunesse jusqu'à la guerre était paru en 2023 et a obtenu le prix Renaudot Essai, si mes souvenirs sont bons, chez Grasset. Celui-là, c'est le deuxième volume, le premier des Français, qui couvre la période 1944-1958, et c'est toujours chez Grasset. Il y en aura un troisième, il nous en parlera tout à l'heure. Et puis, parallèlement, et on ne l'oublie pas, comme Jean-Luc Barré est aussi éditeur, directeur de Plomb et de bouquins La Collection, il publie en même temps une édition monumentale et intégrale des Mémoires de guerre du général de Gaulle. Ça fait 2000 pages, mais ça se dévore, si j'ose dire. C'est la première fois, vous allez nous expliquer que dans un même volume, on rassemble à la fois le texte du général et tous les documents, tous les messages, tout ce qu'il avait voulu y adjoindre. Oui, en fait, c'est l'édition originale. C'est-à-dire que c'est en effet la première fois qu'en un seul volume, d'abord il y a les trois volumes des mémoires, mais il y a aussi tous ces documents. Et il avait tenu à ce que ça figure, quand vous prenez l'édition originale, les années 50, il y a le texte, et il y a une masse de documents. Je croyais que ça avait été scindé entre mémoire et texte et documents. Non, pas du tout. C'est une seule entité. Ce qui est incompréhensible, y compris Plomb d'ailleurs à l'époque, depuis 50 ans, on a évacué. Alors c'est incompréhensible, non, c'est pour des raisons économiques, naturellement. Tronçonné. Oui, on a tronçonné, c'est-à-dire on a gardé, y compris la Pléiade d'ailleurs, je suis de ceux qui sont occupés de l'édition de la Pléiade, et la décision de Gallimard a été de ne pas publier les documents. Et c'est une erreur parce que, d'abord c'était la volonté du général qui ait ces documents, et c'est un contrepoint utile, parce que les mémoires c'est quand même une œuvre littéraire, c'est une œuvre d'art. Et là vous avez à côté tout est de sa plume d'ailleurs, mais c'est des télégrammes, c'est des notes, c'est des correspondances, etc., qui renvoient complètement au texte. C'est-à-dire c'est inséparable. Or, ça a été séparé. Ça a été séparé. Voilà. Et oui, donc, on se souvient des volumes bleus. Mais bien sûr. Les volumes bleus de Bien chez sûr. Plomb. D'ailleurs, c'est un beau retour de l'histoire, puisque vous dirigez maintenant Plomb, l'éditeur historique du général. Et on a tous dans nos bibliothèques les trois volumes des Mémoires de guerre reliés bleu en cuir, là, et les volumes des discours et messages, que je vous avoue, je n'ai pas lu. Mais là, c'était encore autre chose. Discours et messages, c'était encore une partie de son œuvre, mais là, c'était conçu par lui. Vous savez, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles aussi j'ai pu faire cette biographie, c'est que j'ai eu accès à des milliers de documents grâce à l'amiral de Gaulle. Ces milliers de documents, ils avaient servi à l'écriture aussi des mémoires, et donc il en avait publié une petite partie, mais enfin tout de même assez substantielle, à la fin de chaque volume des mémoires. Et on a enlever cette partie-là. C'est pour ça que cette édition intégrale aujourd'hui est l'édition définitive des Mémoires de guerre, même plus définitive, si je puis dire, que la Pléiade, puisque la Pléiade ne comprend pas ces documents-là. Cela dit, ça fait 2000 pages en un fort volume. Oui, mais c'est la totalité des Mémoires de guerre, et donc c'est effectivement, mais c'est tout à fait, c'est l'œuvre telle qu'il l'a voulu. Enfin, c'est le respect simplement. Aujourd'hui, tout le monde est gaulliste. Ben, écoute, autant respecter à la fois son œuvre, son message et tout le reste. On va en parler. C'est lui-même qui établissait cette doc. Il avait des aides quand même, ou il s'en occupait personnellement, il y veillait? Non, quand il a commencé d'écrire ses mémoires, c'est à la fin des années 40, il a fait venir un archiviste. Et donc cet archiviste est arrivé à Colombey avec des tonnes de documents, cet archiviste l'a aidé en effet à trier les documents, à les choisir, etc. Donc ça veut dire qu'il s'est appuyé pour écrire d'abord sur la vérité historique telle qu'elle, évidemment, elle surgissait, elle s'imposait à travers les documents. Après il y avait la musique, après il y avait le style, il y avait l'écriture, c'est autre chose. Mais il part quand même de ces... Donc c'est lui en effet avec cet archiviste qui ont fait ce travail-là, et sans doute ses aides de camp de tri des documents.
Vous avez un archiviste ou vous faites tout seul? Alors, je vous avoue que jusque-là, j'ai travaillé seul, mais j'ai désormais non pas un archiviste, mais un assistant qui me permet d'aller Aujourd'hui, c'est assez facile d'accéder aux documents, puisqu'avec les nouveaux, moyens que nous avons, on peut photocopier ou photographier des documents, et donc ce travail-là est fait avec... C'est une entreprise monumentale, dirigeant à la fois plomb, bouquin et écrivant. Effectivement, il y a une partie des choses que je ne fais pas moi-même, mais ça veut dire que je reçois à mon tour des milliers de documents photocopiés ou photographiés et sur lesquels, en effet, je suis le seul à travailler. La question n'est pas anodine. J'en parlais il n'y a pas très longtemps avec un de vos confrères que vous publiez d'ailleurs, Michel Onfray, et je lui posais la même question parce que lui aussi il publie à un rythme... lui aussi, parce que c'est pas votre chose, cas, quand même. non, Oui, pas tout à fait. Ouais. Mais lui, il publie à un rythme phénoménal des ouvrages quand même d'érudition. Et je lui demandais, mais vous avez quelqu'un qui vous aide? Il me dit non, parce que pour lui, donc sans doute aussi pour vous, le document induit de l'écriture, induit une réflexion, etc. Sûr. Donc le fait de faire soi-même la doc et de choisir tel document plutôt que tel autre peut induire un chapitre, une idée, etc. L'auteur est le seul à pouvoir le faire. Ce que je vous dis simplement, c'est que la quête du document, la réception du document, je ne m'en charge plus, je l'ai fait pour toutes mes biographies. Mais à l'époque, je me souviens, quand j'ai commencé mes premiers travaux biographiques, ma première biographie, qui était celle de Philippe Berthelot, qui date des années, à la fin des années, au début des années 90, fin 80. 1988. Voilà, exactement. Et je me revois. Mais c'était une période, c'est d'ailleurs très excitant, parce que j'allais dans la famille, j'allais aux archives nationales, à la Bibliothèque nationale rue de Richelieu à l'époque, et on prenait tout à la main. Il n'y avait pas Internet, il y avait quelques photocopies, etc. C'était très difficile de les avoir, les documents étaient très préservés. Aujourd'hui, il y a une facilité pour les chercheurs, évidemment, heureusement, plus grande. Justement, comment avez-vous commencé ? Comment devient-on biographe? Pourquoi? Comment? Écoutez, je crois que j'ai toujours envie de savoir. Ouais, mais je crois que j'ai toujours eu la passion des grands destins, en fait. Alors, j'étais assez romanesque, d'ailleurs, dans mon esprit, parce que ce qui m'intéressait chez De Gaulle, quand j'avais 13, 14 ans, c'était ce héros. De Gaulle est resté le héros de mon adolescence, d'une certaine manière. Je le voyais à la télévision, j'avais l'impression d'avoir un personnage gigantesque, pas seulement du point de vue physique, mais un personnage de légende, etc. Je crois que mon goût de la biographie est venu en grande partie de Gaulle. C'est-à-dire, ce qui m'intéressait, c'est les destins. Et même d'ailleurs chez les écrivains, je m'intéresse à l'œuvre, mais quand j'ai fait la biographie de François Mauriac, c'est aussi le destin de Mauriac qui me... Et donc je vais un peu d'ailleurs contre l'idée qu'on peut séparer l'œuvre et la vie. Oui, c'est un vieux débat. Voilà, c'est un vieux débat et qui pour moi n'a pas de sens parce que je pense qu'on ne peut pas totalement quand même comprendre l'œuvre de Proust sans connaître sa vie. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprécier l'œuvre de Proust indépendamment de sa vie. Mais enfin, il y a des éclairages, bien entendu. Il y a des liens. Oui, mais c'est une idée qui est... c'est commode d'ailleurs de dire il y a pas de lien entre... Il y a des liens entre la vie de Céline et son œuvre, enfin tout de même. Ah bah c'est clair. Voilà, donc... A fortiori, chez des écrivains qui ont exploité cette matière biographique. Absolument. Je veux dire, Gide, c'est pas possible. L'œuvre... Mais voilà, on peut pas la vie a nourri l'œuvre à chaque minute. Alors, il y a l'œuvre d'art, en effet, et cette œuvre d'art, on peut l'interpréter indépendamment de la vie. Moi, ce qui est sûr, c'est que le point de départ, pour moi, c'est la passion de ces grandes figures, ces grands destins que je lisais des biographies. Mais il y avait chez moi aussi une idée d'approche littéraire, d'approche romanesque, encore une fois. J'ai fait des études universitaires, mais je n'avais qu'une envie, c'est de m'engager dans la vie active. Vous êtes historien à la base? Voilà, exactement. J'ai fait des études d'histoire, j'ai une licence d'histoire, une maîtrise d'histoire. Quelle était votre période? C'est la période très contemporaine. Ah, déjà? Enfin, non pas que je ne m'intéresse pas à d'autres périodes, mais en fait, j'ai travaillé très tôt et très vite sur les périodes où la Grande Guerre, ou la Seconde Guerre mondiale, enfin voilà. Et puis, je retrouvais De Gaulle à chaque pas, finalement. Enfin, mais comme s'il y avait quelque chose qui tôt ou tard, m'amènerait vers un travail de ce genre. Alors lui, il a les deux casquettes, si j'ose dire, la casquette d'homme d'action, de destin et d'écrivain. Mais vous avez travaillé ou sur des politiques ou sur des écrivains. Oui. Plus ou moins engagés. Vous parliez de Mauriac. Mauriac, il y a tout un versant action. Ou des philosophes comme Maritain. Voilà, oui, des philosophes comme Maritain. Comment s'opèrent vos choix? Donc, commencer par Berthelot, c'était quoi? C'était un hasard? Berthelot, il n'y avait rien? Berthelot, il y avait chez moi d'abord une espèce de désir, qui ne s'est pas accompli, de faire de la diplomatie. J'étais assez fasciné par ça, cet univers. Il se trouve que j'ai rencontré un jour un très, très vieux diplomate qui avait été président du Conseil constitutionnel de la 5e, le premier, et qui avait été surtout un des diplomates, le diplomate qui était dans le wagon de rotonde au moment de la signature avec Hitler. Voilà. Bon, il s'appelait Léon Noël, c'est quelqu'un qui est oublié maintenant.
Et Léon Noël, je l'ai rencontré, il avait peut-être 96, 97 ans, il avait toute sa tête, etc. Et il me parlait tout le temps de Berthelot. Et Berthelot, en plus, je le rencontrais dans l'œuvre de Paul Morand, je le rencontrais dans l'œuvre de Claudel, de Giraudoux, etc. Donc ça rejoignait tous mes centres d'intérêt, la diplomatie, mais plus que la diplomatie, parce qu'en fait, Berthelot est une figure alors très, très originale, qui a été secrétaire général du Quai d'Orsay après d'avoir raté le concours diplomatique, au passage, qui était un personnage assez transgressif et qui avait une passion dans la vie, c'est la poésie et les écrivains. Donc il a créé au Quai d'Orsay une espèce d'école qui protégeait comme ça des diplomates, qui étaient aussi c'est John Perse, Giraudoux, je l'ai dit, et il protégeait ces écrivains parce qu'il avait une idée très littéraire au fond de ce qu'était la diplomatie, le service de l'État. Au fond, le service de l'État, pour lui, c'était quelque chose de espèce de religion, mais en même temps, c'était une sorte Oui, il y a eu cette grande tradition. D'aventure littéraire. Elle est un peu plombée, évidemment. Maintenant. Il y a encore quelques... Mais c'est vrai que c'était une époque où on avait compris, et Berthelot l'avait compris, que pour bien comprendre le monde, le fait d'être cultivé, d'être un créateur, n'était pas forcément antinomique. Et Claudel a été un très, très grand diplomate. La dimension diplomatique. Absolument. Et Giraudoux. C'était pas... Giraudoux, c'était plus fantaisiste. C'était pas vraiment un mais Claudel a été... D'abord, c'était un redoutable homme d'affaires, donc... Mais à côté de ça, toute son œuvre est enracinée dans le monde, et comme elle est enracinée dans le monde, son travail diplomatique, effectivement, a été très utile pour lui. Donc, Berthelot, c'était ça, c'était un moment de... Je suis très heureux que ce livre ait été réédité il y a quelques années chez Plon, parce que d'abord, ce livre m'a fait connaître. 2022. Et puis, voilà, et ça reste pour moi un livre important, parce que c'est un livre qui concilie ces univers que je ne vais pas cesser d'essayer de retrouver, qui sont les univers de la politique, du pouvoir, plus que la politique d'ailleurs, du pouvoir, de la littérature, quelque chose qui se mêle comme ça, et quand on regarde l'histoire littéraire, ça se mêle très souvent, ou la société bien sûr. Et de spiritualité aussi, parce que vos écrivains favoris sont des catholiques tourmentés. Oui, Pléonasme. Comme moi. Je dois être moi aussi un catholique tourmenté. On va en parler. Ah ben non, pas trop quand même. Non, pas de vous, de votre catholicisme tourmenté, mais de vos sujets, de votre méthode. Oui. Et De Gaulle arrive tôt. Au début des années 2000, vous avez déjà consacré un livre à De Gaulle. Oui, qui s'appelait Devenir De Gaulle. Alors, je trouve De Gaulle, évidemment, chez Maritain, je le trouve chez Mauriac, je le trouve dans mes engagements politiques aussi, dans mes amitiés, puisque j'étais très tôt ami de Philippe de Gaulle, donc j'ai connu la famille. Et j'avais l'idée, la question que je me posais, c'est de savoir, au fond, comment il était devenu De Gaulle. Parce que on sait comment Louis XIV est devenu Louis XIV, Clémenceau, il y a un parcours, une carrière. Louis XIV, il avait un peu hérité de quelque chose déjà. Exactement, mais De Gaulle, il n'hérite de rien. C'est comme une espèce de personnage. D'ailleurs, quand on regarde les choses, on s'aperçoit qu'il a créé lui-même son personnage. C'est un ovni. Il débarque le personnage. Il n'hérite pas d'une grande famille. C'est un militaire qui est pas spécialement en cours, donc il a une carrière assez moyenne. Et il y a l'invention, je crois que c'est un cas unique, l'invention d'un personnage historique par lui-même. C'est-à-dire qu'il l'a inventé dès l'âge de 15 ans, en parlant du général de Gaulle à l'âge de 15 ans. Et il a projeté ce personnage-là, qui est presque un personnage de fiction, qui n'est pas totalement lui d'ailleurs, c'est pour ça qu'il en parle à la troisième personne. Oui, justement. Et c'est pas une preuve d'orgueil, c'est qu'il s'adresse à quelqu'un d'autre. Et il lui arrivait de dire, je ne peux pas faire ça parce que le général de Gaulle ne le peut pas. Oui, on ne fait pas attendre de Gaulle, etc. Mais ça veut dire, c'est pas moi, Charles, c'est de Gaulle. C'est pas de la mégalo, c'est de la schizo. En tout cas, c'est comme ça qu'il est devenu De Gaulle. Et ce qui me fascinait, c'était ça. Comment, entre 1940, ce type qui arrive, qui est quasi anonyme, qui a été vaguement sous-secrétaire d'État pendant quelques semaines, en 1940, devient l'homme du 18 juin, comment il se crée, comment il se forme et comment il franchit toutes les étapes jusqu'en... mon livre s'est arrêté en 1943, en novembre 1943, comment il franchit toutes les étapes jusqu'au moment où il arrive à une forme de reconnaissance, finalement, de son combat. Et il s'auto-proclame, il s'auto-bombarde. Il n'avait pas d'autre choix. Non, il n'a pas d'autre choix. Il n'a pas d'autre choix. On ne l'attendait pas, vous voyez, c'est ça le problème. Personne ne l'attendait spécialement et il surgit comme ça de l'improbable. Vous dites à un moment, c'est un manipulateur hors pair. Oui. Écoutez, c'est d'abord un grand stratège, c'est un homme qui a conscience des rapports de force, sans quoi il aurait disparu très vite entre 1940 et 1945. Il était capable de tenir tête à des alliés, je pense évidemment à Churchill, mais aussi à Roosevelt, avec le peu de moyens qu'il avait. Donc ça tenait à une grande capacité, en effet, de manipulation, une forme de machiavélisme d'ailleurs aussi, de provocation permanente. Un culot fabuleux. Et la provocation. Il avait bien compris que plus on est faible,
Et plus il faut installer un rapport de force avec les puissants, et pas alors quand on est De Gaulle, bon. Mais quand on a ce caractère-là. Et donc il a réussi d'une certaine manière à le faire, tout en étant toujours sur le fil, tout en étant au bord du précipice, d'une certaine manière. Il n'y a pas qu'avec les Alliés d'ailleurs, c'est aussi parfois même au sein de la France libre, c'est avec tous les gens qu'on a essayé de mettre sur sa route, le général Giraud, entre autres, etc. Et c'est un manipulateur de génie parce qu'il est capable, en effet, d'utiliser tous les moyens pour parvenir à ses fins, ou pratiquement tous les moyens en tout cas. Et alors là, évidemment, ce qui est extraordinaire, c'est le retour au pouvoir en 58. Parce que là, j'ai dit quelque part que c'était un joueur de poker, et c'est un peu vrai aussi. C'est-à-dire qu'il y a une part de bluff, il y a une part il mise parfois plus fort qu'il ne peut. Il ne se dévoile jamais. Il laisse dire tout le monde, il donne un peu raison à tout le monde, il sait ce qu'il veut, il veut revenir au pouvoir en 58, non pas par une simple question d'ambition personnelle, mais parce qu'il sait que le pays va court au naufrage et qu'il fait partie. Il dit à un moment donné à Michel Debré, les Français pensent toujours qu'il y aura un homme providentiel pour les sauver, mais il n'y en aura pas toujours. Et c'est valable pour aujourd'hui, ce que je dis là. Mais, on va y venir. Mais il n'empêche qu'il se prépare à ce rôle de l'homme providentiel, parce qu'il a fait le tour de toute la classe politique, et tous ces gens qu'il a allègrement manipulés, il sait qu'ils sont incapables de faire ce que lui va faire. Voilà. Il avait aussi quelque chose de très particulier. Alors, il y a une part sans doute d'auto-suggestion, mais il avait quand même pour lui une légitimité. Il ne l'a pas en 1940, mais il l'a évidemment en 58. En 58, il la gagne pendant la guerre. Comment ? Il la gagne pendant la guerre. Il la gagne pendant la guerre. C'est-à-dire, il la gagne pendant la guerre. Le livre démarre en août 44. Bon, il a une légitimité politique, c'est certain, mais par exemple, les Américains ne le reconnaîtront qu'en octobre 44, le gouvernement américain en octobre 44, et même d'ailleurs la Russie. Donc cette légitimité, il l'a construite sans arrêt, mais il est légitime sur le plan. C'est évidemment la résistance, c'est la victoire, parce que la victoire de mai 45 va conforter sa légitimité, puisque la France fait partie des signataires. Mais légitimité politique, au fond, il l'a gagnée parce que en 1942, grâce à Jean Moulin, d'ailleurs, il avait compris une chose essentielle, c'est qu'il, s'il voulait être le grand libérateur, il fallait qu'il concilie, qu'il rassemble toutes les forces de la résistance et tous les partis politiques. Déjà. Oui, parce qu'il pouvait... Y compris les communistes. Y compris les communistes, parce que c'était ça. Il fallait qu'il s'identifie à ce qu'était la République, qu'il s'identifie aux valeurs de la République, et ces valeurs étaient souvent défendues par des partis de gauche, à ce moment-là, à la fois le Parti socialiste de l'époque et le Parti communiste. Le Parti communiste, c'était le martyr des fusillés, le parti des fusillés, des martyrs, Exactement. etc. Mais ce qui est formidable avec De Gaulle, c'est que pour en arriver à cela, il est obligé d'opérer sur lui-même une mutation. C'est une leçon pour tout le monde politique d'aujourd'hui. On n'incarne pas la France en restant dans son parti. On va en parler abondamment, Jean-Luc Barré. En attendant, on va marquer une première pause musicale, puisqu'on vous a demandé, comme à nos autres invités, de choisir un morceau de musique. Alors, c'est Misty de Errol Garner. On va l'écouter et ensuite vous nous expliquerez ce choix, si vous voulez bien. Si vous voulez.
Merci Jean-Luc Barré pour ce moment musical. Errol Garner, Misty. Donc retour avec vous pour parler de Gaulle, entre autres. Pourquoi Errol Garner, Misty, vous aimez le jazz ? Non, mais j'ai une passion pour le jazz. Ah, je savais pas. Voilà, j'adore le jazz. Je croyais qu'on allait écouter la Marseillaise. Non, j'ai pas une passion pour la Marseillaise. Hein. Oh, bah, si. Mais du point de vue, évidemment, du point de vue national, mais pas du point de vue musical, ni littéraire d'ailleurs. Non, j'ai une passion pour le jazz. J'aime beaucoup cette musique. J'écoute très souvent. Elle est très apaisante. Je trouve qu'il y a une mélodie, il y a quelque chose de très doux. Et j'aime tellement le jazz que j'ai créé, quand j'ai eu des fonctions politiques, j'avais créé une ville que vous connaissez d'ailleurs, parce que vous êtes venu un jour, je me souviens, pour le salon. Voilà. J'ai créé un salon du livre, mais aussi un festival de jazz. Et une de mes... Vraiment, je peux dire une de mes fiertés, c'est que l'avant-dernier concert de Miles Davis a été chez nous. Voilà. Alors, pas Errol Garner, mais Miles Davis. Mais j'adore le jazz. C'est un univers inséparable. Même quand j'écris, j'écoute de la musique. Ah, ça, c'est rare. Oui, les écrivains, en général, disent non, je peux pas, ça me déconcentre. Ah non, pas du tout. Il y a une musique qui peut me déconcentrer, mais le jazz m'accompagne totalement. Je suis imprégné de jazz. D'accord. Voilà une explication. Alors, je comprends mieux maintenant le livre sur Cahuzac. Tiens. J'avais pas percuté forcément. Et le rapport avec le jazz, c'est quoi? Non, pas avec le jazz, mais Villeneuve-sur-Lot. Oui, bien sûr. Ça a été. C'est toujours, puisqu'il est toujours vivant, et que j'ai gardé des liens d'amitié avec lui. Mais effectivement, c'est une affaire incroyable. C'est une affaire. Alors là, on parlait de romanesque. D'abord, quand j'ai vu arriver Jérôme Cahuzac à Villeneuve-sur-Lot, moi j'étais élu à l'époque en 1995, j'ai vu arriver un personnage de roman. Vraiment, j'ai vu un personnage qui tranchait par sa singularité. Je connaissais pas sa vie, je connaissais pas le dessous de sa profession, de ses engagements. Mais j'ai vu arriver un personnage de roman. On était totalement en opposition, lui et moi. Mais on est resté. Voilà, j'étais curieux de savoir qui il était. Et puis est arrivée cette fameuse affaire qui en partie est née à Villeneuve-sur-Lot, qui s'est propagée ensuite dans les conditions que nous savons. Donc j'ai écrit celui qui s'appelle Dissimulation pour comprendre cette affaire-là, parce qu'elle me concernait non pas sur l'affaire elle-même, bien sûr, mais sur le personnage en question. Oui, c'était une autre façon de traiter du politique. Oui, puis c'est une autre façon aussi de parler de cette ville dans laquelle qui est ma ville natale et dans laquelle j'ai fait de la politique. J'ai adoré faire de la politique, mais j'en fais autrement aujourd'hui en publiant des livres politiques. Mais s'il y a un univers, j'aime l'univers littéraire, mais je suis beaucoup plus intéressé par l'univers politique. Parce que c'est un univers très romanesque, avec des caractères, avec des conflits, avec des... voilà, et alors que l'univers littéraire est un univers d'entre-soi, simplement. Alors sans transition, un autre de vos modèles politiques, c'est évidemment Chirac, à qui vous avez consacré un livre, plus cette histoire des mémoires. C'est quand même assez extraordinaire. Oui, ça fait partie aussi des belles aventures. Je vais vous dire que si je n'avais pas fait de la politique, si je ne connaissais pas le monde politique, si je ne connaissais pas ces animaux-là, assez extraordinaires que sont les hommes politiques, j'aurais pas pu m'entendre avec Jacques Chirac. Alors d'abord, j'étais très chiracien, j'étais gaulliste, et je m'étais engagé à l'époque au RPR. Pas à l'UMP, mais au RPR, et donc j'avais pour lui énormément de sympathie, comme beaucoup de Français naturellement, oui, tout le monde. Et aussi d'admiration, parce que il y avait un certain nombre d'engagements que je trouvais. D'abord, je trouve qu'il était très digne dans sa fonction. Enfin, évidemment, on peut lui reprocher certaines choses, mais le refus de s'engager en Irak, enfin, et puis il a été un président très digne. Voilà. Après, je dirais que la dignité présidentielle s'est un peu estompée avec les successeurs, mais pas lui. Il a été pour moi le dernier grand président, en tout cas dans la façon d'incarner la fonction. Et donc, en effet, il m'a fait demander un jour, il se trouve que dans son entourage, on avait lu Devenir de Gaulle, et quelqu'un de très proche de lui, et il m'a fait demander si j'accepterais de l'accompagner dans l'écriture de ses mémoires. En réalité, c'est Nicole Lattès, l'éditrice de Chirac, qui me l'avait demandé, mais lui-même m'a fait savoir qu'il le souhaitait. Ça restera, écoutez, une des plus belles aventures de ma vie, parce que d'abord côtoyer cet homme-là pendant des années... Alors comment ça s'est passé? C'est vous la plume, il n'a pas écrit. Oui. Non, mais c'est une alchimie. On se trompe souvent d'ailleurs. D'abord, il tenait à ce qu'il y ait mon nom sur la couverture, en tout cas sur la page de garde, parce qu'en effet, il me dit, moi, j'écris pas, mais... Au moins, il avait l'honnêteté de le dire, lui. Absolument, voilà, exactement. On a enregistré des heures et des heures et des heures d'entretien. Et souvent, d'ailleurs, c'est cette matière-là que j'ai exploitée. Autrement dit, ce qui me faisait plaisir à l'époque, c'est quand on disait on reconnaît la voix de Chirac dans les mémoires. C'est-à-dire qu'en fait, il a apporté non seulement le matériau, mais aussi les formules, le ton, etc. Après, moi, j'ai fait tout un travail d'enquête supplémentaire. Elles sont à la première personne. Absolument. C'est pas une interview, c'est pas question-réponse. C'est pas des entretiens. Après, j'ai mis en scène les choses, comme lui n'aurait sans doute pas pu le faire ou su le faire, mais en tout cas, je voulais que ça reste un document historique aussi. À un moment, on disait,
M. Sarkozy faisait partie de ceux qui disaient que Chirac n'a rien fait, le roi feignant. Je voulais démontrer qu'en effet, d'abord, il y avait un formidable destin, et en même temps, il y avait une réflexion sur la France, sur le monde chez Chirac, qu'il lui-même ne valorisait pas tellement. C'était pas un grand communicant, mais et puis j'ai aimé cet homme. En tout cas, il était très séduisant, très avenant, etc. Mais voilà. Et il a retravaillé le texte, il est réintervenu ou il m'a fait plutôt confiance, mais j'ai gardé quand même un certain nombre de chapitres qui sont annotés de sa main. Alors celle qui est plus intervenue sur les mémoires, mais on s'est très bien entendu en réalité, c'est Bernadette Chirac. Ah oui. Et Bernadette Chirac me disait, alors mais ça on peut pas dire ça, on peut pas faire ça. Vous voyez par exemple, le président dit du bien de Dominique de Villepin, je vous préviens, s'il continue à dire du bien de Dominique de Villepin, moi je vais à la télévision, etc. Et bien j'ai dit, écoutez, c'est la volonté du président de dire du bien de... C'est une femme très intelligente, voilà. Je dirais pas ça de toutes les personnes dans l'entourage, mais en tout cas, et je me suis très très bien entendu avec elle et avec lui. Il m'a fait confiance, et ici et là, il a atténué certaines choses ou corrigé certaines choses, mais très peu. Vous lui êtes revenu après dans un autre livre, ici c'est Chirac 2019. Oui, alors en fait je voulais raconter ce qui s'était passé pendant ces années-là, c'est-à-dire que j'aurais pas fait de biographie de Chirac forcément, mais après avoir fait les mémoires, mais je voulais raconter ces années-là. Tout ce qu'il m'avait dit qui n'était pas dans les mémoires déjà, parce qu'il voulait pas que ça y soit ou qu'on n'avait pas jugé utile de les mettre, mais il y a toute une histoire derrière ces mémoires. Il y a eu des voyages en commun, il y a eu le Maroc, il y a eu Biti, le château de Corrèze, il y a eu ces longues séances ensemble. Il y a des confidences qu'il me faisait, des jugements en marge finalement des mémoires. C'est passionnant, ce qu'on ne devrait pas dire, le making-of d'un projet comme celui-là. Et ça s'appelle Chirac confidentiel en livre de poche, et c'est sans doute un meilleur titre même que Ici c'est Chirac. Alors Ici c'est Chirac, ça venait du fait qu'il me téléphonait. Il dit, alors Ici c'est Chirac. Alors un jour, je me souviens, il était furieux parce que Giscard avait fait des déclarations sur lui et l'Afrique. Et jusque-là, il me disait, la première fois que je l'ai vu, il me dit, oh, on va dire du mal de personne. Et je dis, c'est quand même beaucoup se priver. C'est beaucoup se priver. Bon, alors il éclatait de rire. Et puis il m'avait dit ça de Sarko, et puis à un moment donné, il s'est lâché. Et puis surtout, ce jour-là, il était tellement furieux contre Giscard, il me dit, vous faites toujours votre livre, il me disait. Il adorait dire que c'était pas son livre. Mais en fait, il savait que c'était son livre. J'ai dit, bien sûr, monsieur le président. Eh bien, écoutez, maintenant, on y va sur Giscard. Et là, c'est lâché. Ça a été, et dans les chapitres sur Giscard, il est assez féroce. Au fond, il fallait pas le chercher, quoi. Voilà. C'était pas quelqu'un d'agressif. Il était lucide sur la race humaine et sur les hommes politiques en général, mais quand on le cherchait, il savait riposter, malgré son âge. C'est un peu la mode maintenant chez les politiques de régler des comptes par livre interposé. Oui, mais lui... Un exemple auquel on pense récent. Oui, vous voulez parler du journal d'un pseudo-prisonnier. Le journal, voilà. Heureusement qu'il n'est pas resté 2 ans. On aurait eu 5 volumes. Mais ne sous-estimez pas ce qui peut se passer. Non, bien sûr, c'est une manie, mais moi, Chirac n'était pas dans le règlement de compte. Chirac m'avait dit un jour, vous savez, il faut savoir, non pas pardonner, mais il ne faut pas être dans la rancune. Et je me souviens d'une discussion que j'ai eue il n'y a pas très longtemps avec Nicolas Sarkozy. Il se trouve que nous sommes rencontrés chez Jean d'Ormesson au moment du 100e anniversaire de Jean, de la naissance de Jean, évidemment, en l'absence de Jean. Et on a parlé, spontanément, il m'a parlé de Chirac, mais j'ai vu à quel point il ne lui avait rien pardonné. Mais il pardonne rien, Sarkozy. Voilà. Et ça, c'est je pense qu'il note tout dans un petit carnet. Absolument. Oui. C'est une extrême faiblesse pour moi. Vous savez, je lui ai dit simplement, quand François Mitterrand est mort, Jacques Chirac a fait l'éloge de François Mitterrand. Eh bien, c'est ça la continuité de la République. Ça ne consiste pas à entretenir des haines pendant toute la vie, mais on est fait comme on est fait. Oui. C'est sûr que quand on a une carrière politique aussi longue que celle de Chirac ou celle de Gaulle, puisqu'on va y revenir évidemment, on voit passer des hommes, on voit passer des traits, on voit passer des choses. Et si on a un petit carnet où on note toutes les saloperies, effectivement... Non, mais c'est surtout le fait de se dépasser. Vous savez, ce qui manque souvent d'ailleurs aux hommes politiques contemporains et parfois même au président de la République, c'est ce que De Gaulle avait compris, et que Chirac avait compris aussi d'ailleurs, et Mitterrand, c'est qu'on ne s'appartient pas. Voilà, on ne s'appartient plus. Quand on est président de la République, on ne s'appartient plus. Donc on n'est pas uniquement avec ses petits problèmes, ses petits règlements de compte, ses petites rancunes, etc. On incarne un pays, on incarne l'intérêt d'un pays, et on n'est pas obligé de parler de soi à la troisième personne, mais De Gaulle, en tout cas, nous a donné le modèle de l'homme qui ne s'appartient pas, mais qui appartient à la nation. Et qui, du coup, n'ouvre pas la porte vers le privé, ne s'abandonne jamais, etc., etc. C'est clair que le rapport à l'argent de Gaulle est exemplaire, puisque c'est un homme qui a refusé même sa retraite de général, parce qu'il ne voulait rien devoir à l'État. Et même Jacques Chirac, je me souviens très bien, bon, Jacques Chirac avait d'autres rapports à l'argent, naturellement, mais il m'avait raconté que
à l'époque, Vladimir Poutine lui avait proposé d'intégrer le conseil d'administration de Gazprom. Gazprom, vous êtes tranquille jusqu'à la fin de votre vie, tellement les jetons de présence sont juteux, si je puis dire. Celui qui l'avait accepté, d'ailleurs, c'était le chancelier allemand de l'époque, l'ancien chancelier allemand Schröder, et Chirac a refusé. Et il m'a dit, d'abord, je ne veux rien devoir à l'étranger. Et donc, il est passé à côté de cela. Chirac est un homme qui avait un rapport à l'argent qui était... vous savez, il y a un mot de Mauriac que j'aime beaucoup qui dit « Je ne demande qu'une chose à l'argent, c'est de ne pas y penser ». C'était un peu ça. Oui, Chirac il déléguait la matérielle. Voilà. Là où d'autres sont un peu plus préoccupés et obsédés par les gains financiers qu'ils peuvent obtenir. J'allais dire que certains autres hommes politiques ont accepté, eux, d'intégrer Gazprom et d'autres. Regardez, il y a des anciens présidents qui sont dans les conseils d'administration variés. Certes. C'est autre chose, c'est pas une autre époque en réalité, parce que je pense que à toutes les époques, on peut être parfaitement intègre, parfaitement respectueux de ce qu'est une fonction, et puis il y a toujours eu des personnages qui font des pas de côté, voilà. Mais enfin, il ne faut pas s'étonner aussi des conséquences. Moi, je m'en étonne pas, en tout cas. C'est aussi un signe de légitimité, parce que on respectait De Gaulle aussi pour son honnêteté, parce que ça se savait, effectivement. Bien sûr. Non, mais après, on peut être un très grand président. Moi, j'ai une grande admiration. Je pense et De Gaulle, d'ailleurs, avait un très profond respect parmi les présidents américains. Je pense que celui qu'il a situé le plus haut, c'est Richard Nixon. Et il l'a reçu à la fin de sa vie. Oui. Mais quand vous regardez l'histoire de Richard Nixon, en faisant abstraction, bien sûr, de l'affaire du Watergate, c'est quand même l'homme qui a réconcilié les États-Unis et la Chine. C'est lui qui a mis la fin à la guerre du Vietnam. Ça a été un très grand président. C'est pas un modèle d'intégrité comme l'était Jimmy Carter, qui par ailleurs ne s'est pas révélé comme un grand président. Donc il faut pas être Je pense que De Gaulle incarne quelque chose d'assez rare, que n'incarnait même pas Clémenceau, qui a eu plein de problèmes, l'affaire de Panama, etc. Il avait, comme souvent les militaires d'ailleurs, un rapport, et les aristocrates, un rapport distancié avec l'argent. Voilà, en tout cas, on ne dépend pas de l'argent et on ne dépend pas de ceux qui détiennent de l'argent. Il avait un certain mépris pour la bourgeoisie, d'ailleurs. Et dans sa réflexion sociale, sa réflexion économique, il y a l'idée toujours... il rejette l'idée du profit et il cherche beaucoup plus de justice sociale quand il peut effectivement la mettre en œuvre. Oui, il y a un côté social, effectivement. Oui, bien sûr, mais ça, c'est le chrétien social aussi. C'est une certaine éducation. J'allais vous en parler. Effectivement, il y a une exigence morale, personnelle et vis-à-vis des autres. Et il y a aussi cette foi en lui, en la patrie, en Dieu, etc., qui porte De Gaulle. Mais tout ça, c'est pas des notions qui, aujourd'hui, on me dit « Oh, tout a changé ». Vous comprenez ? On me sort toujours le même argument, sans doute à vous aussi, quand on va expliquer que tout a changé. On vous dit « Ah, mais les réseaux sociaux ». Mais tout ça est absurde. Les réseaux sociaux, avant, il y avait d'autres... Il y avait ce qu'on en fait. Bien sûr, il y avait une presse beaucoup plus influente. Il y avait même des lettres anonymes à l'époque. Aujourd'hui, elles sont anonymes, mais autrement. Tout ça, ça ne change rien. Ça ne change rien au fait que les hommes ont du caractère ou pas. Ont de la morale ou pas. Voilà. Ça ne change rien, tout ça. On s'adapte à l'époque, naturellement, mais on n'est pas obligé d'étaler sa vie privée si vous ne voulez pas qu'on en parle, par exemple. On entend ça, mais on entend aussi énormément « Ah, De Gaulle, au moins, lui, etc. » Oui, bien sûr. Quel que soit le bord politique. Oui, alors ça, c'est la limite du genre. C'est pour ça, c'est une des raisons aussi, sans doute, qui m'a poussé à écrire ce livre. C'est que j'étais un peu fatigué, même excédé de l'exploitation tous azimuts, finalement, qui était faite. Voilà. Récupérer de l'extrême gauche à l'extrême droite, tout le monde y va. Qu'est-ce qu'a voulu De Gaulle ? Qu'est-ce qu'il a pensé qu'est-ce qu'il a vraiment pensé ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Et c'est à partir de ce moment-là que ce travail historique a aussi un sens politique. Et d'ailleurs, ce qui me frappe, c'est qu'on me parle beaucoup, notamment pour le 2e volume, de l'actualité. On me dit « Ah, on est parti à l'époque déjà ». Bah oui, il est parti à l'époque déjà, oui. Oui. Il suffit de réécouter des documents d'époque. Moi, j'ai encore dans l'oreille les discours de Malraux, en campagne électorale au Palais des Sports, en disant « Monsieur Mitterrand, entre les communistes et nous, il n'y a rien ». Oui, c'est ça. Pof. Et oui, c'est ça. Il avait dit à propos aussi de l'élection, enfin pas l'élection, mais de la campagne présidentielle de 65, au 2e tour, François Mitterrand a rassemblé toute la gauche, y compris l'extrême droite. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'à l'époque, le candidat d'extrême droite, Jean-Louis Tixier-Vignancourt, appelle à voter Mitterrand. On l'a oublié, ces choses-là. Aujourd'hui, la gauche a des pudeurs, comme toujours, et une forme de bonne conscience. Mais à l'époque, il y a eu une alliance entre l'extrême droite et la gauche. Et ça, évidemment, c'était contre De Gaulle. C'est-à-dire que De Gaulle n'a rien à voir avec l'extrême droite.
Ça, il faut quand même le rappeler. Moi, je ne vais pas cesser de le rappeler pendant toute la période qui arrive, parce que je ne dis pas que le RN n'est né que d'extrême droite. Le RN est assez malin pour aussi intégrer des électeurs de gauche, nous le savons, notamment dans le nord de la France. Mais le soubassement, les origines, les racines d'un parti comme celui-là sont très proches des idées d'extrême droite, c'est évident. Et fondamentalement créé sur de l'antigaullisme. À cause de la s'il n'y avait que de l'antigaullisme, d'ailleurs. Enfin, c'est le terrain. Évidemment, c'est l'Algérie. C'est le Mais terreau. ça remonte à plus haut que ça. Ça remonte aussi à la guerre. Il y a eu, et à Vichy, il y avait quand même... Alors, il y avait toutes sortes de gens à Vichy, y compris des gens de gauche. Mais tout de même, l'extrême droite était très, très vichysoise. Enfin, écoutez, c'est l'évidence. Il y a même des gens qui disent que Marine Le Pen est une gauchiste, qu'elle est trop à gauche. Oui, moi je pense que je ne souhaite évidemment pas qu'ils arrivent au pouvoir, mais je pense qu'il y aura un moment de vérité aussi, tôt ou tard, sur ce parti attrape-tout, qui sème des illusions de tous les côtés, et qui effectivement est un parti ancré dans le peuple aujourd'hui. Enfin, c'est un parti populaire, il n'y a pas de doute, c'est le premier parti de France en nombre de militants, en termes d'influence. Mais tout ça repose quand même sur une confusion absolue entre... Hier, ils étaient anti-européens, aujourd'hui, ils sont pro-européens. Enfin, il y a quantité d'idées sur lesquelles ils prospèrent, au fond. C'est un parti attrape-tout. Mais il n'empêche que fondamentalement, regardez régulièrement, ça s'est passé à Fréjus récemment, vous avez un personnage qui apparaît, là, qui pour le coup et porte vraiment des idées d'extrême droite, défend des valeurs. Alors là, subitement, on l'exclut, parce qu'il y a des parias, mais la vérité, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont racistes dans ce parti, qui sont parfois même antisémites. Ils ne sont pas les seuls, évidemment. Il y en a aussi à l'extrême gauche, malheureusement. Donc il y a des valeurs. C'est pas, le RN, c'est pas un parti qui a été créé par l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? C'est quand même un parti qui a des racines. Il a une longue histoire. Il y a une longue histoire. À sa façon. Alors le talent de Marine Le Pen, c'est d'avoir fait en sorte qu'on oublie toute l'histoire. Au point même d'ailleurs d'exclure son père du parti. De changer de nom. Voilà, etc. mais ça fonctionne. Mais ça peut fonctionner. J'espère que ça ne fonctionnera pas trop. On va en parler après la deuxième pause musicale, mais c'est pour ne pas oublier. J'aimerais que vous nous parliez tout à l'heure de Gaulle et les partis politiques. Oui. Parce qu'il a créé ou laissé créer un parti politique. On pense aussi à Emmanuel Macron. Et on a l'impression que ces gens, une fois que le parti est créé autour d'eux, de leur personnalité, etc., en sont bien empêtrés. De Gaulle n'aimait pas beaucoup les partis politiques, y compris le sien. Non, je serais plus nuancé que ça. Je pense qu'il a... On va en parler. On y vient, d'accord. On va écouter. Je voulais juste, c'était un pour mémoire, pour ne pas me laisser distraire par malheur. J'ai compris. Donc, on a un extrait de la symphonie, c'est l'adagio de la symphonie numéro 5 de Mahler, donc, qui est donc la musique de Mort à Venise, que vous avez choisi en deuxième extrait musical. Donc, on va écouter ça et on revient avec vous, Jean-Luc Barré, juste après.
Retour dans la conversation littéraire du week-end avec vous, Jean-Luc Barré, écrivain, éditeur, pour ce De Gaulle, une vie, tome 2, le premier des Français. Un petit mot sur cette musique belle et triste ? Belle et triste, mais vous savez, les musiques, elles font partie de notre, je le disais pour le jazz tout à l'heure, de notre vie. Moi, je me souviens de l'émotion que j'ai ressentie en voyant Mort à Venise il y a déjà très longtemps. Et une des choses qui m'avait... Enfin, cette musique est indissociable du film. Oui. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est souvent le cas, mais là, il y a quelque chose d'absolument bouleversant. Je trouve d'abord c'est un film bouleversant sur la fin de la vie, sur un espèce d'amour fou, d'amour évidemment inassouvi, mais c'est un amour fou c'est un peu Thomas Mann d'ailleurs au passage, mais éprouve pour un très jeune garçon. Et tout ça est porté dans le discours, dans le décor de Venise, dans la lumière de Venise, dans la poésie tout ça est totalement imbriqué. C'est sublime. Et cette musique m'émeut toujours beaucoup. C'est comme chez Kubrick, la musique est Voilà. absolument Mais c'est une rare composante à du ce film. point-là. Ouais, c'est ça. En réalité, c'est une composante du film. Alors, retour à De Gaulle, et j'aurais bien aimé vous entendre à propos de partis politiques, parce que c'est la période que couvre votre volume. Donc De Gaulle, qui exerce le pouvoir après la guerre, le quitte donc en 1946, et il va passer 12 ans, ce qu'on appelle la traversée du désert, à ne rêver que d'une chose, c'est d'y revenir d'une certaine façon, on peut schématiser, etc. Et des gens font le travail pour préparer ce travail. Donc il y a un parti politique, le RPF. Quels sont ses rapports ? Il n'en est pas membre, il n'est pas président. Si, il est président. Il est président. Je pensais qu'il avait... Non, il a quitté la présidence à un moment donné, mais il est président. En fait, pour faire court, mais même pour expliquer les choses, je vous le disais tout à l'heure à propos de Jean Moulin, quand Jean Moulin lui a expliqué que pour incarner la France, il fallait rassembler les partis, il les a quelque part ressuscités, les partis de Gaulle. Alors il les a ressuscités au sein du CNR, etc., mais il les a remis finalement. Ces partis étaient sortis anéantis de la fin de la débâcle de 40. Il les a blanchis d'une certaine façon. D'une certaine manière, contre l'avis de Pierre Brossolette, qui, lui, pensait qu'il fallait que De Gaulle crée son propre mouvement politique pour régénérer la vie politique. De Gaulle a suivi Moulin, et c'est une conversion d'ailleurs pour lui, parce qu'il méprisait ces partis. Mais en même temps, voilà, ça faisait partie de la vie démocratique à laquelle il adhérait, contraint ou forcé d'ailleurs. Et finalement, en 1944, il les retrouve tous. D'ailleurs, il les retrouve à Alger, ils sont là, c'est des partis qui à ce moment-là sont soucieux de rentrer dans le rang, mais en se disant tout ou tard, on retrouvera notre superbe. Et De Gaulle aura besoin de nous. Donc il les a, j'allais dire, réhabilités. Il les a supportés, et c'est une des raisons de son départ, supporté, non pas au sens du soutien, mais il a été, ces partis ont évidemment compliqué beaucoup sa tâche de chef de gouvernement, donc parce qu'ils ont retrouvé leur suprématie, parce que au fond, ils ne songeaient qu'à une chose, c'est d'écarter De Gaulle comme acteur de la vie politique, comme symbole, oui, très bien, mais pas plus, et d'où la constitution de 1946, qui est une constitution totalement parlementaire et qui va contre l'idée qui était celle de Gaulle de l'exécutif. À ce moment-là, il quitte le pouvoir. Parce qu'il est encombrant. Parce qu'il est encombrant, et surtout qu'il veut réhabiliter, ou plutôt installer l'idée que l'exécutif doit l'emporter sur le doit l'emporter sur le législatif qui avait commis tous les dégâts. Enfin, il n'était pas du tout parlementariste, De Gaulle. Il a compris l'importance du Parlement, d'ailleurs il y venait régulièrement, il prenait la parole, mais il ne voulait pas que le Parlement empiète sur le pouvoir du politique, et en tout cas de l'homme d'État. Il a envie d'attirer la leçon de ça. Quand il quitte le pouvoir en 1946, il n'a qu'une idée, mais c'est son idée. Contrairement à ce qu'on a raconté, c'est vraiment lui qui va lancer l'idée du rassemblement, parce qu'il est seul, parce qu'il a besoin d'une force politique, et qui sait que pour compter dans l'avenir, lui qui pensait d'ailleurs qu'il serait rappelé tout de suite ne l'est pas, et donc il va se lancer effectivement dans la création du RPF, qui est un rassemblement et pas un parti, qui est quand même structuré comme un parti, et qui rassemble des Français de toutes origines sociales, mais aussi de toutes origines politiques, les communistes et les anciens vichistes exceptés, qui n'étaient pas autorisés à y figurer. Donc voilà, donc il a créé une formidable machine électorale, d'ailleurs, qui a très très bien marché pendant des années. Il a remporté les municipales de manière magistrale en 1947. Alors après, ça a été plus compliqué parce que le système, il ne voulait pas jouer le jeu du système. Et le système a inventé toutes sortes de méthodes, des apparentements, les apparentements, les fameux apparentements qui visaient en fait à contrecarrer De Gaulle. Et De Gaulle il a été, comme il l'a été entre 1940 et 1944,
intransigeant. C'est-à-dire, il n'a jamais voulu pactiser avec le système, contrairement à un certain nombre des siens, Chaban, Christian Fouché, etc., qui ont été ministres, le général Koenig. Lui, il a été inflexible jusqu'à la fin, considérant que ce système était pernicieux et que les partis, le régime des partis, il n'était pas contre les partis, il était contre le régime des partis. C'est pas la même chose. Il y a une phrase que j'ai retenue que Sébastien Lecornu d'ailleurs avait employée le soir où il avait envisagé de démissionner. Il a dit: il faudrait que les partis apprennent à s'effacer derrière l'intérêt national. Cette phrase-là, elle est totalement gaulliste pour moi. C'est-à-dire que, vous le voyez aujourd'hui, c'est-à-dire les partis font de la surenchère permanente au nom de leurs intérêts directs et jamais au nom de l'intérêt national, puisqu'au fond ils pensent à leur intérêt électoral ou à leur clientèle. C'est rigolo ce retour du parlementarisme, du coup, après un régime qu'on dit hyper présidentiel. Nous voilà écoutant chaque jour les louanges d'un parlement qui referait, etc., etc. De Gaulle Tout ça en se réclamant de Gaulle, bien entendu. Oui, mais De Gaulle a voulu, De Gaulle, sans doute d'ailleurs en accord avec Michel Debré, mais a voulu un régime parlementaire et pas un régime présidentiel. Parce que le Parlement avait son rôle à jouer. Il ne voulait pas que par exemple, il a reconnu, il avait le droit de dissolution, mais il y avait aussi le Parlement pouvait renverser un gouvernement. Donc tout ça, ça s'est fait d'ailleurs. On vient de le voir. Ça s'est fait, non mais même du temps de Gaulle, ça s'est fait en 62. Donc il avait le respect du Parlement, mais il ne voulait pas, il voulait une séparation des pouvoirs. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, alors ce qui s'est passé là, évidemment, nous le savons tous, c'est-à-dire que la Ve République ne peut fonctionner qu'avec une majorité. S'il n'y a pas de majorité, je ne dis pas absolue, mais une majorité qui permet de gouverner, c'est le retour à la pagaille, c'est le retour au Parlement, et dans ce qu'il a de pire, c'est-à-dire des combinaisons permanentes. Moi, je ne suis pas contre l'idée du compromis. La Ve fonctionne aussi sur le compromis. De Gaulle, en 58, il a les pleins pouvoirs, avec l'accord des socialistes, de Guy Mollet et les autres. Donc, c'est après, il y a eu des majorités, il y a rarement eu un parti qui a eu la majorité absolue à lui tout seul. Voilà. Mais une stabilité politique qui fonctionne à travers une majorité, c'est-à-dire un courant de pensée ou en tout cas une vision qui s'exprime aussi au Parlement. On a cassé tout cela par la faute du président de la République actuelle qui a commis cette erreur que l'histoire ne lui pardonnera pas, à mon avis, d'avoir dissous dans les conditions où il a dissous. Parce que c'est au profit des extrêmes que les choses se passent aujourd'hui. Et ça, effectivement, c'est tout à fait le contraire de l'esprit de la Ve. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est un personnage intelligent et cultivé, mais il est empêtré avec on a l'impression qu'il est empêtré avec ce parti politique qu'il a créé quand même, ou qu'il a laissé créer. Ça n'existe plus, oui et non. Ce socle commun. Non, c'est-à-dire qu'il a fait le contraire de Gaulle de ce point de vue-là. De Gaulle n'a jamais considéré que les partis n'étaient pas nécessaires. Emmanuel Macron a fondé son approche politique sur le constat que les partis étaient finis. Les partis traditionnels. Étaient finis. Il en a créé un autre. Ce qui n'était pas vrai d'ailleurs. Ils n'étaient pas finis. Ils étaient peut-être en perte de vitesse. Ils n'étaient pas finis. Alors tout ça, on aurait pu faire ce que Brossolette avait conseillé de faire à De Gaulle, c'est de créer un vrai parti politique qui fonctionne. Ce parti n'a jamais existé. Renaissance est un parti totalement inféodé au président de la République, mais qui n'a pas d'existence réelle. Et les partis traditionnels n'ont jamais réussi à se reconstituer. Ça viendra peut-être, et ce sont les extrêmes qui ont tiré les marrons du feu. Donc, parce qu'ils sont structurés, ils ont un corpus idéologique. Oui, puisque soi-disant, les partis traditionnels sont indignes de gouverner la France et sont des partis, alors que c'est des partis d'expérience, c'est des partis de gouvernement. Il y a là-dedans, même si la classe politique a changé un peu de qualité, si je puis dire, il n'empêche que il y a quand même là-dedans des gens qui ont gouverné le pays. Et moi, j'ai plutôt tendance à faire confiance à des gens qui ont gouverné le pays qu'à des gens qui n'ont aucune expérience d'un gouvernement. Cette façon dont tout le monde tire De Gaulle à soi actuellement, c'est assez étonnant quand même. Parce que c'est la seule valeur, c'est la valeur refuge. Parce que c'est le seul qui soit incontestable. C'est le seul qui soit incontestable, c'est le seul qui figure dans l'histoire, c'est le seul visionnaire aussi sur les grands sujets. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Europe, sur la question de la défense de l'Europe. De Gaulle a réfléchi à ça, c'est d'ailleurs dans le livre que je viens de publier. Il met en garde les Européens sur l'idée qu'il faut s'en remettre toujours aux États-Unis. Et il dit, mais notre défense, nous devons l'assumer nous-mêmes et ne pas ce qui ne veut pas dire que la sécurité de l'Europe n'est pas assurée aussi par les États-Unis. C'est pour ça qu'il était sorti de l'OTAN. Voilà, mais il avait fait sortir de l'OTAN. Absolument, en tout cas, il était sorti, il avait pris ses distances avec l'OTAN et il n'a jamais réussi à convaincre les Européens qu'ils devaient prendre leur destin en main. C'est-à-dire, il y avait toujours la tentation de s'en remettre. Lui, il avait vérifié quand même à Strasbourg à l'hiver 44, quand subitement Eisenhower décide d'abandonner la défense de Strasbourg pour foncer vers l'Allemagne, eh bien, il imposera que Eisenhower défende Strasbourg, mais il a fallu qu'ils se battent pour ça. Et les Américains, par exemple, n'avaient pas prévu, ils avaient prévu de contourner Paris. C'est De Gaulle qui a décidé qu'on allait libérer Paris, avec les Américains, bien sûr, mais il a imposé. Donc, il avait bien vu que quand les intérêts des Américains étaient en jeu, c'était pas forcément la même chose que les intérêts de l'Europe.
Donc d'une certaine façon, il avait tout compris avant. Je crois que c'est ce Il qu'on a lui compris reconnaît beaucoup de aujourd'hui. choses. C'est-à-dire qu'il a. Alors évidemment, on apprend le pille, on l'exploite, etc. Mais sur les institutions, il a eu raison. D'ailleurs, la crise actuelle lui donne raison une fois de plus. Elle tient encore, cette constitution de 58 ? Mais évidemment, elle tient. De toute façon, vous savez. Parce qu'elle a quand même été. Elle Alors, a subi des accros, elle elle a été bricolée. Absolument, elle a été bricolée, le quinquennat, le non-cumul des mandats. C'est votre ami Chirac qui a fait la connerie du quinquennat. Alors, ça vient de plus loin. C'était une pensée de Georges Pompidou, figurez-vous. Ah, et Dieu sait que Chirac était un disciple. Mais ça avait l'accord de tout le monde, finalement. Moi, je me souviens de Chirac, un jour, il me dit, vous savez, il y a eu un référendum. Il me dit, vous savez, si les Français disent oui, c'est bien, s'ils disent non, c'est bien. Donc, quelque part, il n'y attachait pas une 7 ans, importance. c'est trop long, etc. Oui, c'est voilà, fatigant. Voilà, exactement. Il y a toujours cette idée que quand ça fonctionne, il faut bricoler pour que ça fonctionne un peu moins bien, et là, tout le monde s'y retrouve. Donc, c'est un peu, évidemment... Et donc, moi, je pense que les institutions, de toute façon, c'est ou la 4e ou la 5e. Voilà, ou c'est le pouvoir au Parlement, ou c'est un pouvoir exécutif fort. Il n'y a pas d'intermédiaire. Vous ne croyez pas à la 6e ? Je pense que c'est, d'ailleurs, plus personne n'en parle. Vous avez, Oui, c'est vrai. vous avez observé. Il y a une mode comme ça, et plus personne n'en parle. C'était l'idée d'un renouvellement. Voilà. Rapidement, Arrêtons les renouvellements et les ruptures. La rupture, je ne suis pas contre, mais il ne faut pas l'annoncer, il faut la faire. C'est tout. Le temps passe vite avec vous, Jean-Luc Barré. Un petit mot sur le 3e volume. Donc là, on est dans De Gaulle, une vie, ça se termine en 58, quand enfin... le général voit le bout du tunnel et revient au pouvoir, qu'il attendait depuis 12 ans. Le 3e volume, vous êtes en train d'y travailler. Je travaille dessus, j'espère être prêt dans 2 ans. C'est une étape, évidemment, c'est extraordinaire. Est-ce qu'un volume va suffire ? C'était ça aussi ma question. Oui, je pense que le volume sera aussi substantiel que l'est le premier. C'est difficile de faire tenir la période du pouvoir. Non, on peut y arriver. Écoutez, je verrai, je vous dirai dans quelques temps. C'est vrai que vous êtes très synthétique, vous allez vite. Ouais, je suis synthétique et en même temps, je rentre dans beaucoup de détails. Il y a énormément de choses. Vous savez, d'abord, j'ai des milliers de documents nouveaux et je pense que, moi, je prendrai le temps qu'il faut et la place qu'il faut. De ce point de vue-là, j'ai observé que le succès du premier volume n'a pas été freiné par le fait qu'il y avait près de 1000 pages. Je pense que le personnage, surtout cette époque-là, qui est assez méconnue, celle de la 5e, et on sait un certain nombre de choses, mais certaines archives ouvrent à peine aujourd'hui, et c'est quand même une aventure extraordinaire du point de vue à la fois politique, intérieur, international. C'est le grand moment de l'histoire française aussi. Voilà. Vous avez eu accès à quel document en particulier, à quel fonds ? Le fonds auquel j'ai eu qui m'a décidé en effet à me lancer dans l'entreprise, c'était le fonds de Gaulle. C'est-à-dire j'étais le premier historien à avoir accès au fonds de Gaulle en 2003, 2004. L'amiral de Gaulle interdisait à tout le monde d'accéder à ce fonds. Et un jour, il m'avait dit, je travaillais avec lui à l'époque, il m'avait dit, mais si vous voulez écrire sur mon père, j'ouvre les archives pour vous. C'est évidemment formidable. Alors il y a d'autres archives, mais j'ai eu accès à ce fonds dont on a parlé au début de l'entretien, c'est-à-dire ce fonds extraordinaire que de Gaulle a exploité lui-même, pas en totalité, loin de là. Merci Jean-Luc Barré. On rappelle donc De Gaulle, une vie, tome 2, le premier des Français, c'est chez Grasset. Et on n'oublie pas l'intégrale en 2000 pages chez Bouquin, la collection, des mémoires de guerre du général de Gaulle, avec tous les documents, messages, etc., que De Gaulle avait souhaité y adjoindre. Merci. Merci à vous. Et encore belle fête aux auditeurs de KTO Radio. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, la conversation littéraire, animée par Jean-Claude Perrier.